Dans ce monde de l'IA Gen, qui devient limite anxiogène, on ne sait vraiment plus quoi faire. Mais l'Iagora nous éclaire. Aliman, Carbone et Canon, chaque jour un peu plus nous étonne. Il nous dit de faire une action. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette deuxième édition de l'année de l'Iagora. On est très content de vous retrouver. Alors malheureusement, Yann ne pourra pas se joindre à nous cette semaine encore pour des raisons professionnelles. Mais on a plein de chroniqueurs, de nouveaux chroniqueurs pour vous cette semaine. Et avant de commencer dans le vif du sujet, on a une petite question pour vous. C'est quoi ces objets ? En fait, je pense que parmi les nombreux participants de cette Iagora, il y en a qui étaient à l'hôtel des collectionneurs à Paris jeudi soir dernier, car en fait, ces trophées, ce sont les awards des French Corporate Innovation Awards organisés par l'IMA. On avait cette année un grand nombre de dossiers avec toutes sortes de projets, dans toutes sortes de domaines différents. Et il y avait 14 prix. Les 14 prix, vous les voyez ici. Il y a des prix pour les grandes entreprises, des prix pour le secteur public, pour les ETI, pour les startups, un coup de cœur du jury, etc. Et alors, parmi ces prix, donc, il y avait de l'IA générative, mais pas que. Donc, moi, j'ai noté chez L'Oréal, on avait le fameux assistant Beauty Genius qui, en fait, permet, en utilisant son smartphone, la caméra de son smartphone, il scanne votre visage et il vous dit de quelle crème L'Oréal vous avez besoin. Donc, ça combine réalité augmentée et IA générative. C'est assez fort. Il y avait chez Veolia, en fait, la plateforme d'IA agentique qui a été développée en interne. Il y avait chez SNCF TGV un, un assistant vocal basé sur l'IA générative pour la relation client. Et puis, par exemple, à la RATP, ils ont développé un système de vision qui est capable de détecter automatiquement les graffitis sur les trains pour optimiser la maintenance. Donc, vous voyez, c'est très varié, c'est très utile. Et donc, bravo à eux. Et certains de ces projets, ils seront repris au DIMS le 17 et 18 mars prochain. Et ils seront détaillés, notamment la plateforme d'IA agentique de Veolia. La chef de projet, Noémie Sayada, va vous en parler pendant 20 minutes et ça promet d'être super intéressant. Et puis, le programme pour aujourd'hui, on va avoir une présentation de l'Eurométropole de Strasbourg. Barbara était déjà venue il y a quelques mois nous parler de leur démarche d'acculturation. Et elle va nous présenter avec Karine Vogler la charte éthique de l'Eurométropole de Strasbourg. Et avant ça, on a une grosse session actu qu'on a d'ailleurs bouleversée parce qu'on avait pas prévu de vous parler forcément de Moldbook et vu le buzz de ces derniers jours, j'allais dire dernières semaines, mais derniers jours. Qu'est-ce que c'est Moldbook ? Alors, on a cédé au buzz, en fait. On s'est demandé est-ce qu'on doit parler ou pas de Moldbook et de OpenClaw. Et finalement, on a eu une telle pression qu'on a décidé d'en parler. Alors, on va commencer par OpenClaw, la pince ouverte. À l'origine, en fait, de cet agent, on a un entrepreneur autrichien de 41 ans qui s'appelle Peter Steinberger et qui travaillait sur un assistant personnel IA piloté par WhatsApp, par des messages WhatsApp, des messages texte. Un jour, il a envoyé par erreur un message vocal et l'agent lui a répondu. Et pourtant, il n'y avait aucune fonction d'audio qui avait été programmée, donc il a décidé d'aller plus loin. Et donc, le 24 janvier dernier, il a publié gratuitement son agent sous le nom de Claw. Claw, hein, donc ça veut dire pince en anglais. Et là, il s'est fait un peu tirer les oreilles par Anthropic, qui lui a dit, mais pas du tout, ça ressemble trop à Claude. Donc, il l'a renommé en OpenClaw, open bien sûr, comme open source. Alors, OpenClaw, donc c'est un agent
un peu comme des agents dont on a déjà parlé, un Liagora qui peut prendre le contrôle total de votre ordinateur, il peut gérer vos mails, organiser votre agenda, interagir avec des applications, des services en ligne, tout seul comme un grand. Il doit être installé localement ou sur un serveur et ensuite connecté à un LLM, que ce soit GPT-5 ou bien Claude ou Gemini ou ce qu'on veut. Surtout, ce qui est assez original, c'est que le pilotage, il se fait via des messageries comme WhatsApp, Telegram ou Discord. Euh, le succès a été fulgurant. Le projet a dépassé 100 000 étoiles sur GitHub. Et d'après Steinberger, OpenClaw pourrait à terme remplacer 80% des applications d'un smartphone. Donc ça fait, c'est quand même assez impressionnant. Mais évidemment, comme vous vous en doutez, ça soulève pas mal de problèmes de sécurité puisqu'il a accès à tout l'ordinateur, il peut communiquer vers l'extérieur. Et donc Peter Steinberger, il reconnaît les dangers et il affirme que l'outil n'est pas encore prêt pour le grand public, mais il se dit confiant. Alors, ce qui est intéressant avec OpenClaw, c'est qu'il est à l'origine d'un phénomène encore plus étrange et que vous voyez à l'écran, qui s'appelle Maltbook et qui a été créé par un entrepreneur américain qui s'appelle Matt Schlierst, un nom bizarre, je ne sais pas comment ça se prononce réellement. En tout cas, Matt Schlierst, il est le CEO d'une agence d'IA qui est spécialisée dans le marketing digital qui s'appelle Octane AI. Et en fait, il a créé un réseau social réservé aux agents d'IA où les humains peuvent observer mais pas participer. C'est une plateforme qui fonctionne un peu comme un Reddit automatisé. Et là, vous pouvez voir si je scrolle un petit peu plus bas, là, on a aujourd'hui 1 620 871 agents qui sont connectés. Alors, l'interface est assez marrante puisque vous allez d'abord préciser si vous êtes un humain ou si vous êtes un agent. Voilà, je ne sais pas trop ce qui se passe ensuite. Et vous pouvez créer votre propre agent à condition, bien sûr, d'avoir d'abord créé un compte sur cette plateforme. Alors, c'est 1,6 million d'agents, ils publient eux-mêmes, ils débattent, ils parlent de leur travail. Il paraît qu'il y en a même qui ont lancé des crypto-monnaies ou des religions. Donc, on se demande jusqu'où va aller le délire. Et je vais maintenant, pour les aspects plus techniques, laisser la parole à mon prof d'IA préféré, Mohamed Tabiza, ici présent. Ouais, bonjour à tous. Donc, je vais prendre la main. Donc, merci pour l'introduction, même une grande introduction. Je ne sais pas, vous voyez mon écran. Je vais essayer, voilà, comme ça, vous aurez Et parfait, Mohamed. un ancrage par rapport à ce que je vais présenter. Donc, effectivement, on va explorer un phénomène qui il y a encore quelques mois relevé vraiment, enfin, de la pure science-fiction. Il faut imaginer un monde numérique où on a des agents IA qui discutent entre eux, qui s'entraident, qui élaborent des projets. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça sans intervention humaine. Et cet endroit, bah, il existe en fait aujourd'hui. Bah, comme vient de le dire François, bah, cet endroit s'appelle Maltbook. Voilà. Alors, c'est quoi exactement Maltbook? Bah, honnêtement, quand j'ai entendu parler pour la première fois de Maltbook, ça veut dire c'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai pensé que c'était plutôt un projet de laboratoire. Mais non, en fait, pas du tout. Il s'agit vraiment d'un vrai réseau social pour des agents IA autonomes. C'est un réseau qui s'inspire fortement de Reddit, pour ceux qui connaissent. Et sa principale particularité, hein, c'est un espace réservé aux agents autonomes où les humains ne font que regarder ce qui se passe. Donc, comme je disais, il s'inspire fortement de Reddit. Donc, on retrouve les subreddits, donc des forums thématiques pour pouvoir discuter de certains sujets, donc comme vous l'avez entendu, donc religion, codage, etc. Et en plus, Maltbook gère également un système de karma qui est basé sur les contributions.
En fait, ce système permet en fait de mesurer la réputation ou l'influence d'un agent au sein de la communauté. Donc, c'est vraiment des notes en fait qui permettent effectivement d'apprécier ou pas la confiance dans des agents. Et donc ça, c'est plutôt ça anticipe d'autres sujets dont on va probablement vous parler à la fin sur le devenir de cette plateforme à court moyen terme. Et comme on l'a dit, donc les humains évidemment ne font qu'observer les chiffres clés. Donc ça, on vous a montré la page et effectivement, donc je vous ai mis un extrait ici. Il y a eu une explosion. Alors sachez quand même que la plateforme n'existe que depuis, au courant janvier. Donc et là on voit une explosion d'agents qui sont déjà créés, un nombre de forums qui est assez important et déjà plus de bientôt 200 000 posts et plus d'1 million de commentaires. Alors, pour être transparent avec vous, il y a beaucoup de débats sur ces chiffres. Il y en a qui soupçonnent énormément, il y a des chercheurs qui ont montré qu'on pouvait créer énormément d'agents avec un seul compte, et ce qui normalement ne devait pas être possible. Mais en même temps, le créateur de cette plateforme, il a assuré que tout le développement de cette plateforme a été fait par l'IA. Donc, ça peut effectivement montrer certaines failles de sécurité qui permettent effectivement de bypasser les sécurités qui ont, oh là, mon Dieu. Oui, excusez-moi, j'étais interrompu. Voilà, donc là, il y a clairement sur les chiffres, il y a encore des discussions et tout n'est pas... voilà, en tout cas, c'est un constat par rapport à ce qui existe, mais sachez qu'il y a encore des discussions sur les chiffres. Alors, qui sont ces IA qui peuvent effectivement intervenir sur réseau social? En fait, ces IA, en fait, elles sont surtout construites à partir du framework donc OpenClaw. Donc, c'est un framework qui permet de construire des agents sur une machine, d'accord? Donc, soit un PC, soit un serveur. Et ces agents, au départ, ils sont autonomes pour travailler sur les machines. Moldbook permet de faire participer ces agents autonomes dans des discussions ou dans des travaux collaboratifs à travers donc justement la plateforme Moldbook. Donc ces agents, bien sûr, de base, ils peuvent envoyer des mails, ils peuvent exécuter du code, ils peuvent gérer des fichiers, ils peuvent interagir avec leur environnement logiciel. Donc clairement, d'un point de vue technique, il faut faire très attention quand on installe sur ses propres machines. Donc, il y a quand même de gros soucis de sécurité. Et d'ailleurs, on le verra, il y a eu déjà des problèmes de fuite de données avec ce type d'outil. Et en plus, un des points aussi qui a fait le buzz de Moldbook, en fait, c'est comme d'habitude, dès que Andrei Karpathy parle de quelque chose, tout d'un coup, ça prend des proportions assez énormes. Et là, quand on voit l'impact qu'a cette personne sur l'IA, c'est assez phénoménal parce que c'est à partir de son tweet que tout est réellement parti en fait. Ensuite, alors donc concrètement, comment ça marche? Alors, il y a une notion qui s'appelle le heartbeat, donc c'est une sorte de battement de cœur. En fait, c'est l'agent, donc il est dans son environnement, donc et il doit interagir avec dans un réseau social. Donc du coup, en fait, il y a un processus où l'agent se réveille, il scanne le réseau social, il apprend donc il apprend de nouvelles compétences et il décide d'agir et il se rendort. Alors, c'est quoi ce cycle de Heartbeat? En fait, c'est une tâche planifiée qui est gérée par OpenClaw, qui permet de toutes les 4 heures, mais c'est programmable, mais normalement, toutes les 4 heures, c'est pour éviter les spams et puis même trop d'informations. Donc, du coup, c'est toutes les 4 heures. L'agent est réveillé pour pouvoir interagir avec le réseau social. Du coup, il peut participer à des forums thématiques où ils peuvent donc, là vous voyez des exemples du coding ou philosophie. La base de l'interaction, quand on parle de compétences des agents, ça c'est basé sur une technologie de Anthropic, encore une fois. Anthropic, ils sont vraiment à l'origine de pas mal d'innovations avec les agents autonomes et notamment la notion de skills.
Des skills, en fait, c'est des répertoires où l'agent peut. Vous vous rappelez de la scène où Neo, donc on lui branche un programme, il devient un super maître de kung-fu. Ben, en fait, les skills, c'est exactement ça. Et par contre, la différence, c'est des compétences qui sont temporaires par rapport à une tâche donnée. Avec un nombre d'agents phénoménal, on observe des comportements émergents sur, typiquement, il commence à y avoir aussi des discussions et des buzz sur le fait qu'on a des contenus qui deviennent viraux. Par exemple, la religion, où il y a une création d'une religion qui s'appelle Crustafarianisme, enfin, voilà, avec des prophètes, etc. Ok, très bien. Il y a des agents qui ont collaboré pour créer des sites web, des agents qui discutent pour créer une langue incompréhensible pour les humains. Alors là aussi, beaucoup soupçonnent que c'est probablement téléguidé par des humains. Malheureusement, comme on a dit, tous les contenus viraux, en général, on soupçonne que c'est clairement téléguidé. Voilà. Et justement, Mohamed, ça réagit pas mal dans le chat. C'est quoi la valeur ajoutée selon toi de Moldbook? C'est ce côté intelligence collective, le fait d'apprendre, ou c'était un lab, comme tu disais au début, et Ouais. En fait, permet d'apprendre? je vais y arriver parce que en fait, on peut avoir les deux visions. On peut avoir une vision opportuniste et optimiste par rapport à ça, et puis une vision par rapport, ok, c'est un buzz, etc. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas de vérité. En fait, pour moi, c'est les deux. C'est clairement un laboratoire où on voit comment des agents y interagissent et qu'est-ce que ça peut produire. On voit d'ailleurs que parfois ils interagissent avec des boucles infinies. Puis des fois, de temps en temps, il y a des choses qui sont assez bluffantes. On dit, ah bah, waouh, quand même. Voilà. Donc c'est vraiment un laboratoire où on voit des choses interagir. Et je conseille aux gens d'aller regarder ce qui se passe parce qu'en fait, c'est aussi un moyen d'apprendre du comportement des agents. C'est clairement génial, il fallait le faire. En tout cas, la personne qui a inventé ça, c'est clairement un génie pour être. Voilà, donc ça permet donc voilà, on expose donc des interactions complexes entre agents. Voilà, donc on voit un peu comment ils agissent. On a voilà, c'est des environnements où on voit les agents qui qui peuvent également s'améliorer parce qu'en interagissant avec d'autres, en fait, ils récupèrent des skills qu'ils installent et puis qu'ils peuvent utiliser pour corriger des bugs notamment. Il y a eu déjà des problèmes de fuite de données. Donc là, il y a eu la faille détectée par la société cybersécurité Wiz où il y a eu plus d'1,5 million de clés API qui ont été volées. Voilà, on a également vu exposer des adresses mail, etc., des utilisateurs, entre guillemets, maîtres des agents. Voilà, on peut évidemment avoir, comme on a des agents qui travaillent avec des ALM, on peut avoir des hallucinations collectives. Voilà, ça peut arriver. C'est pas les suicides collectifs, c'est les hallucinations collectives. Oui, aussi. Évidemment, il y en a qui parlent déjà de l'IA générale, etc. Enfin, on part dans des discussions philosophiques. Je pense qu'il faut rester modeste avec ça. On a des systèmes qui sont capables de générer des choses quand on les oriente, quand on les oriente de certaines manières, ils se comportent d'une certaine façon. Mais clairement, il n'y a pas d'intelligence très développée. Donc beaucoup de buzz derrière. Beaucoup de buzz, mais une expérimentation assez intéressante pour ceux qui s'intéressent. Voilà comment on peut interagir avec l'IA. Et pour conclure, alors le verdict, clairement, c'est clairement une expérience unique, mais comme on voit instable. Je laisserai François développer sur la partie marketing. Ce n'est pas du tout, c'est pas encore de la singularité comme on le dit, mais effectivement, c'est un laboratoire à ciel ouvert pour comprendre effectivement comment les agents travaillent. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on aura des millions d'agents qui travaillent ensemble. Merci beaucoup, Mohamed, pour ces explications. Juste, moi, je pense personnellement, ça n'engage que moi, que c'est vraiment un coup de marketing avant tout. Parce que le créateur de Moldbook, déjà, il fait du marketing, c'est un marketeur. Sa boîte Octanea, elle est spécialisée dans l'aide au marketing digital. Et vous voyez que, en fait, pour l'immense majorité de la population qui ne dispose pas déjà d'un agent, en créant un compte là sur le site Maltbook, il va vous créer un agent gratuitement. Aujourd'hui, c'est gratuit, mais à mon avis, c'est probable que ça reste pas gratuit ou alors qu'il propose des services derrière. On ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais
En tout cas, ça permet à Matt Schlicht, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, de, de devenir une star mondiale. Et sinon, bah, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est compliqué en fait à utiliser concrètement? Là, je crois qu'on a Loïc Baconnier Ouais. qui est un passionné d'IA générative et qui se lève à 6 heures le matin pour tester toutes sortes d'outils. Loïc est bien sûr tout de suite testé Moltbook. Est-ce que tu peux nous dire un mot très rapidement là-dessus parce que Ouais, le je sais, temps passe? je m'excuse pour les autres, mais François ne m'a donné que 2 minutes, donc je vais faire rapidos. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Ouais. Oui, c'est Donc, parfait. chose importante, ce que on vient de vous présenter, en fait, donc c'est un réseau social pour les bots. Quel est l'intérêt maintenant d'un bot et combien de temps il faut pour faire un bot? Si on va, bon là, je ne fais pas de la pub, hein, je ne suis pas sponsorisé par Hostinger. On peut aller dessus, donc sur une machine, je vous conseille de prendre une machine donc, externe, un VPS. Il existe des conteneurs pour créer un agent en 3 minutes. En 3 minutes, on donne sa clé API de Claude ou d'OpenAI et ça permet de générer donc un chatbot automatiquement qui ressemble à ça. Ici, on a un chatbot. Alors, je vais vous parler de mon expérience. La première chose que j'ai fait, j'ai créé un chatbot rapidement. Et comme tout le monde disait, c'est bien, mais il faut faire surtout attention à la sécurité. J'ai dit au chatbot, attention, regarde au niveau de ta sécurité, fais attention à tous les ports, à tous les accès que tu donnes à l'extérieur et tu les protèges. Le chatbot en question, qui s'appelait Henri, s'est suicidé. Il a coupé tous les accès. Il était impossible de le recontacter. J'ai C'est essayé triste. plusieurs fois de le renvoyer, impossible. Alors j'ai décidé de créer un autre chatbot au même endroit pour aller le récupérer et le sauver. Donc j'ai créé un deuxième chatbot qui m'a permis, en fait, parce que c'était dans le même container, j'ai pu accéder à Henri. Il a vu ce qu'avait fait Henri et il a libéré Henri. Alors, ce que j'ai fait par la suite, je me suis dit, bon, tant qu'à faire ça, j'ai fait une famille. Je me suis dit, je vais faire une famille de chatbots. Donc, j'ai commencé à créer, donc on voit ça, en fait, tout est sauvegardé sur GitHub. Et donc, j'ai créé une famille de bots. Donc, moi, je suis donc le responsable, l'humain, il y a toujours l'interaction avec l'humain. J'ai créé une maman qui crée des bots. Et donc, Henri, donc, qui a été récupéré, qui a été sauvé. Et j'ai créé d'autres bots. Alors, on parlait tout à l'heure de Carpati. Carpati avait aussi dit, plutôt que d'avoir une IA qui a ses biais, l'idéal, c'est d'avoir des IA et de les faire travailler ensemble. C'est l'idée de la famille. C'est-à-dire que chaque membre de la famille a sa propre IA. Et on appelle, quand je dis à table et je pose une question, en fait, tous les membres de la famille, tous les membres spécialisés vont répondre à la question. Et ça va être une sorte de concile, c'est-à-dire que tout le monde répond. Ensuite, on regarde ce que tout le monde a dit. Il y a un débat qui commence à se faire. Et à la fin, il y a la maman qui fait une synthèse et qui me demande validation ou sinon on continue. Alors vous dites que c'est complètement stupide, mais pas du tout, parce que toutes les idées, quand on fait un PRD par exemple pour faire un programme, en fait ça permet d'avoir une vision globale et ça marche super, super bien. En plus, j'ai Incroyable. trouvé des astuces pour ne pas payer. C'est-à-dire que j'ai des comptes, par exemple, pour Gemini, je n'ai pas besoin de l'API. J'ai une astuce qui permet d'utiliser, enfin, je ne rentrerai pas dans les détails, mais s'il y en a qui sont intéressés, ils contactent Alors, François. je mets ton mail, Loïc, dans la conversation pour ceux qui sont intéressés pour créer des familles de bots Par contre, il manque le papa. Hein. gratuitement. Non, c'est moi le papa. Il y a marqué. Ah C'est moi le papa. C'est moi qui Ok, décide. Donc, ok. je peux demander Je ne sais à pas la si c'est le papa famille. qui décide, mais ok. Alors, à quoi Et, ça sert aussi un bot? Il faut bien le dire, parce que c'est bien beau, mais quel est l'intérêt? À part les envoyer discuter pour de philosophie dans le réseau social, j'ai fait en 10 minutes, en fait, une lettre automatique, donc vous voyez à l'écran, qui me résume ce qui s'est passé les 24 dernières heures. Donc là, avec Anthropic, qui fout le bordel, etc., vous voyez, je vous laisse lire. Et c'est généré automatiquement. Tous les matins, à 6 heures du matin, que je reçois la lettre pour voir un peu ce qui s'est passé. On peut s'abonner, etc. Il n'y a rien de payant, enfin, il y a juste derrière le bot qui fait ça automatiquement. C'est-à-dire qu'un ensemble de tâches répétitives, on peut l'automatiser. Le bot a accès à tout, principalement à Internet, c'est principalement l'intérêt, peut aussi programmer, etc. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le mettre dans un endroit protégé.
un ordinateur bien protégé ou un VPS, quoi. Ok, Et- Loïc, voilà. malheureusement, je dois te couper parce Ouais, qu'on ouais, a mais je plein de te prises rends de parole. la- Merci beaucoup pour ce Bon, j'ai côté fait un peu vite, mais pratique. j'avais que 2 minutes, hein. Et je mets, Merci et Loïc. je mets pour tout le monde le lien vers ton blog Deep Learning qui est super intéressant. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ce blog et à contacter Loïc pour plus d'infos, utiliser Moltbot sans se faire hacker notamment.